En France, 72% des gens sont favorables à une taxe mondiale sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors t'en penses quoi de cette vidéo? On la garde ou on la retourne? Ben, c'est vrai qu'il y a un petit effort à faire peut-être sur la forme, mais en fait, c'est le fond qui nous intéresse, donc l'essentiel est dit, il n'y a pas besoin de la retourner. Par contre, je comprends pas pourquoi tu parles d'une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre. En quoi ça peut nous aider à réduire la misère? Alors, une solution simple et efficace pour éradiquer la misère consisterait à donner de l'argent directement aux gens. Verser 30 $ par mois à tous les humains de plus de 15 ans suffirait à éradiquer l'extrême pauvreté définie par le seuil de 1,90 $ par jour. Et c'est pour financer un tel revenu de base mondial qu'on pourrait mettre en place un tarif global sur les émissions de gaz à effet de serre. Une majorité de Français soutient cette proposition. Je vois pas le rapport entre la misère et le changement climatique. Il y a d'autres sources de recettes possibles, non? Comme l'imposition des plus grosses fortunes ou l'émission de nouvelles monnaies distribuées directement par les principales banques centrales, non? Oui, et d'ailleurs l'un n'empêche pas l'autre, mais je trouve ça important de faire payer les pollueurs. Et puis il y a un lien étroit entre les conséquences du changement climatique et la pauvreté. Parce que la problématique économique et sociale du changement climatique est avant tout une question de répartition des richesses, de par le monde et entre les générations. Ceux qui émettent le plus aujourd'hui bénéficient d'un confort appréciable au détriment de ceux qui subissent les conséquences du changement climatique, essentiellement les plus démunis dans les générations futures, qui auront du mal à fuir les zones sinistrées par exemple. Donc éradiquer la misère permettrait de réduire la vulnérabilité au changement climatique et donc d'en diminuer les effets néfastes. Et puis, un tarif global sur les émissions de gaz à effet de serre ferait d'une pierre deux coups puisqu'on réduirait aussi nos émissions. Il faut que tu m'expliques un peu plus la logique. Mais avant, j'ai une question. Pourquoi tu veux donner de l'argent à tout le monde et pas simplement aux plus démunis? Alors, il y a une dimension pratique, on n'a pas besoin de se casser la tête à déterminer si telle personne est pauvre ou non, et puis il y a une raison conceptuelle. Imagine que les scientifiques nous définissent une quantité d'émissions globale à ne pas dépasser. Un quota mondial? Oui, une limite mondiale annuelle. Comment est-ce qu'il serait juste de répartir ce droit à polluer global? Ben, dans l'idéal, chaque être humain devrait avoir le droit d'émettre la même quantité de CO2. Mais c'est irréaliste que tout le monde pollue autant. Oui, mais c'est pour ça que les économistes préconisent d'instaurer dans ce cas un marché de droits à polluer. Donc les plus gros émetteurs rachèteraient des droits à polluer à ceux qui émettent moins que leur quota, au tarif mondial des droits à polluer, donc exprimé en dollars par tonne de CO2. Et si dans un premier temps tout le monde revend ses droits à polluer, pour dans un deuxième temps racheter les droits à polluer correspondant à ses émissions personnelles. Ça reviendrait à verser. Un revenu de base mondial financé par un tarif global sur les émissions de gaz à effet de serre. Oui. Ok. Et par contre, on va pas demander aux gens de négocier leurs droits à polluer directement sur le marché et on va pas s'embêter à calculer pour chaque personne sur Terre ses émissions personnelles. Ce qu'on ferait, c'est verser le revenu de base et on ferait payer les entreprises émettrices, comme les compagnies pétrolières, qui vont répercuter ce coût en hausse des prix. Et au final. Bah, c'est les consommateurs qui payent. Mais le système que tu proposes, il n'est pas vraiment équivalent à une taxe. Puisqu'on fixe le niveau d'émission, mais on ne connaît pas à l'avance le prix d'une tonne de CO2. Alors que dans le cas d'une taxe, bah, on fixe le prix, mais on ne sait pas précisément quel sera le niveau d'émission. Oui, c'est la différence entre une taxe et un quota. Et il y a un débat d'experts sur le sujet pour savoir lequel des deux est préférable. Mais bon, ce débat est secondaire puisque dans tous les cas, on pourra ajuster le montant choisi en fonction de ce qu'on apprend sur le climat et l'économie. Et c'est le genre de question qu'il faudrait régler démocratiquement au sein d'une assemblée mondiale dédiée au climat. Attends, dans le cas d'une taxe, qu'est-ce qui garantit que les émissions vont baisser? Ça se trouve, le prix de l'essence ou autre vont augmenter, mais les gens continueront à en consommer autant. Alors, c'est avant tout la rationalité économique des entreprises qui va faire le travail. Si le prix des émissions de gaz à effet de serre est suffisamment élevé, le charbon, qui est actuellement la source d'électricité la moins chère bien souvent, deviendra plus coûteux que les panneaux photovoltaïques et les centrales à gaz ou au fioul moins rentables que les éoliennes. Sur ce graphique, tu peux voir le montant de la taxe nécessaire pour que chaque type d'émission devienne moins rentable que l'alternative non polluante. Ok. Pourquoi le prix il est négatif là? Alors, un prix négatif, ça signifie que des gens ont un comportement irrationnel économiquement parce qu'ils émettent des gaz à effet de serre alors qu'il serait moins coûteux pour eux de ne pas le faire. Par exemple, en éteignant la lumière lorsqu'ils sortent d'une pièce.
Et comment t'arrives au chiffre de 30$ par mois? Alors, en partant de l'objectif adopté en 2015 lors de l'accord de Paris par tous les pays, de limiter la hausse globale moyenne des températures à 2 degrés. Et grâce aux travaux des climatologues, on en déduit la limite acceptable des émissions de gaz à effet de serre. Il faut diviser nos émissions par 2 d'ici 2030, les diviser par 10 dès 2050 et les ramener à 0 peu de temps après. Ensuite, grâce à une courbe des coûts d'abattement marginaux telle que je viens de te montrer, on en déduit le montant de la taxe nécessaire. Par exemple, en 2030, ça serait 90$ par tonne de CO2. Puis, en estimant le nombre d'humains de plus de 15 ans en 2030, 6,5 milliards de personnes, on peut facilement calculer le montant du revenu de base qu'on pourra financer, 30$ par mois. 30$ par mois, ça signifie que l'Indien moyen gagnera 15$ par mois en pouvoir d'achat, tandis que l'Américain moyen perdra 100$ par mois. Il fera face à une hausse des prix de 130$ et recevra 30$ en revenu de base. Les Français, eux, n'y perdraient même pas vraiment, parce que les émissions par habitant en France correspondent plus ou moins à la moyenne mondiale. Ok, mais il y a un gros problème technique à régler là. Comment on fait pour distribuer de l'argent à des personnes qui n'ont pas de compte en banque, voire même pas de carte d'identité? Faut trouver une méthode qui permette d'atteindre tout le monde, même dans les endroits les plus reculés. Et puis, qui empêche la fraude aussi. C'est-à-dire que personne ne puisse recevoir plusieurs revenus de base au lieu d'un seul. Oui, mais ce problème n'est pas insurmontable et je donne des pistes pour savoir comment on pourrait le résoudre dans ma vidéo sur le revenu de base en Inde. Et si ces enjeux vous intéressent particulièrement, vous pouvez regarder aussi ma vidéo sur Haïti qui pourrait servir de test pour un revenu de base dans les pays à bas revenus, ainsi pourquoi pas que ma vidéo sur le revenu de base en France. Cette vidéo s'inspire d'un article que j'ai écrit, What is to be done preparing a cool future for humanity, et je vous mets tous les liens et les calculs dans la description. Allez, ciao!